Vous êtes sur la Pan-African Media. Merci de nous rester fidèles. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre émission Génération News. L'émission qui donne la parole aux jeunes pour décortiquer des thématiques aussi importantes liées notamment à l'émancipation intellectuelle de cette jeunesse qui représente l'avenir de notre magnifique continent, l'Afrique. Vous connaissez le procédé de l'émission, scindé en deux parties. La première partie avec mes invités. Nous allons aller dans une sorte de philosophie puisque nous allons parler un petit peu du silence. Quel est l'impact du silence dans la communication? Des éléments de réponse en première partie d'émission. En deuxième et dernière partie d'émission, avec mes invités, toujours dans l'aspect philosophique, nous allons parler de la peur. La peur qui est considérée comme étant la deuxième émotion universelle. Parce que oui, il y en a deux, il y a la peur et l'amour. Mais nous allons faire un focus pour cette deuxième et dernière partie d'émission sur la peur. Quel est le rôle de la peur dans la prise de décision? Généralement, on a peur de s'émanciper, on a peur de se lancer dans le domaine de l'entrepreneuriat par exemple. Mais comment éviter ce genre d'échec qu'on peut évidemment tuer dès le départ? Eh bien, des éléments de réponse, on les aura avec mes invités du jour. Ils sont sur ce plateau Génération News, des nouveaux et des habitués pour la plupart. Keto, c'est ta deuxième participation à Génération News, je crois. En tout cas, merci d'être de notre aujourd'hui. Tu es entrepreneur. Merci Régis de m'avoir invité sur ce plateau. Je suis très content. Plaisir partagé également, on l'espère, pour notre ami Fernando, étudiant en journalisme et communication. Troisième participation aussi, je crois, à Génération News. Deuxième participation. En tout cas, bon, voilà, c'est bienvenue sur le plateau. Bienvenue chez toi, évidemment, plateau Génération News. Merci Régis pour cette deuxième participation. Je tiens à préciser ça. C'est la deuxième fois que je reviens. La deuxième fois. En tout cas, je suis ravi. Merci de m'avoir encore invité. Bon, deuxième participation, t'inquiète pas. De toutes les façons, on aura toujours un plaisir de te recevoir sur ce plateau Génération News. Et on termine avec le nouveau. Ça, c'est plus facile. Première participation, Génération News. Younous, en tout cas, vous êtes expert, professionnel en communication. Merci en tout cas d'être des nôtres aujourd'hui sur ce plateau Génération News. Je vous en prie, c'est un plaisir d'être là et merci pour l'invitation. Les amis, nous allons tout de suite entrer dans le vif du sujet. Je m'attends vraiment à une émission assez passionnante et intéressante vu les thématiques et les experts que vous êtes, mes chers. On va démarrer avec la première thématique. On parle du silence et la communication. Mon cher Younous, je me tourne vers toi. Déjà, définition des mots-clés quand on parle de silence et de communication, une définition personnelle. Et ensuite, est-ce que c'est possible de faire le lien entre silence et communication? Quel pourrait être l'impact du silence dans la communication, mon cher Younous? Tout d'abord, merci pour l'invitation. Je répète, le silence, selon moi, déjà, c'est l'absence des verbes. Donc, ça, c'est la définition la plus simple. Et maintenant, le rapport entre le silence et la communication, les deux sont... Le silence fait partie de la communication. Comme on dit, on ne peut pas ne pas communiquer. Et du coup, tout est communication, que ce soit avec les verbes ou soit sans les verbes. Mais ça reste de la communication. Du coup, l'impact que le silence peut avoir plusieurs impacts. Déjà, tout dépend du contexte. La situation dans laquelle nous sommes. Ouais. Exactement. Ouais. Par exemple, je suis ami avec mon cher Keto. Voilà, Keto. Je suis ami avec lui. On discute. Le silence que je peux maintenir peut prouver que je suis en train d'écouter. Ouais. Mais si ma relation avec Fernando est assez tendue, le silence, dans ces cas, peut prouver autre chose. Ouais. Soit je suis en colère, soit autre chose. Donc, en quelque sorte, le silence peut montrer l'écoute attentive, ou soit ça peut aussi montrer une colère, une sorte de colère en quelque sorte. Mais ça a toujours des messages et tout dépend du contexte, comme je le disais. C'est vrai, on parle de communication, mon cher Keto, on parle aussi d'interprétation. Quand on parle de la communication, est-ce que vous êtes de ceux qui pensent que qui ne dit rien consent? Non, pas forcément. Ouais. Je suis pas dans ce sens-là. Mais parce que forcément, quand quelqu'un garde le silence, il faut aussi ce côté sensible. Il faut être vraiment sensible parce qu'il y a beaucoup de nuances. Il y a des gens aussi qui sont là, c'est juste de nature, sont très calmes. Ça ne veut pas dire que il est d'accord ou pas d'accord. Il faut vraiment analyser cela et puis poser des questions également. Vraiment des questions claires et être aussi en bonne entente avec la personne. Est-ce que c'est facile d'interpréter? Parce que tout à l'heure, Younous nous disait qu'effectivement, l'impact ou les impacts du silence dans la communication sont nombreux. Mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est facile d'interpréter un silence dans une communication?
si c'est facile, je dirais pas facile, Ouais. parce que c'est très, très complexe. Tout dépend du contexte, tout dépend aussi de la personne ou bien en qui la personne fait face. Donc, du coup, c'est de pouvoir voir le contexte et de pouvoir analyser et puis toujours faire le rapport par rapport à cela. Si le silence joue vraiment son rôle à ce moment-là, c'est vraiment important de garder le silence. Comme on le dit, voilà. Parfois, c'est nécessaire, mais c'est pas important. Est-ce que dans un conflit, le silence est nécessaire du coup? Dans un conflit, supposons que vous ayez une dispute avec votre chéri ou avec un membre de la famille ou un proche tout simplement, est-ce que le silence peut être perçu comme étant un élément de diplomatie? Oui. En tant que religieux, je pense que il faut aussi garder le silence. Parfois, quand c'est pas conseillé d'agir sous l'effet de la colère. Ouais. Donc, du coup, on opte pour le silence. Et quand les émotions, tout se calme, on est un peu plus lucide. On peut s'exprimer ou bien on peut dire, bon, c'est pas nécessaire de pouvoir revenir sur ça, ça va encore créer d'autres problèmes. Donc, je pense que dans les conflits, le silence est parfois nécessaire et c'est aussi une marque aussi de sagesse pour certains. Oui, parce qu'il y en a qui font le lien silence et sagesse. On parle des deux S, hein, donc silence et sagesse, évidemment. Mon cher Fernando, tu es dans le domaine de la communication, tu es maître de cérémonie, conférencier parfois à tes heures perdues. Bref, tu as beaucoup de casquettes qui sont en lien avec la communication, mais il est dit que dans la communication que le silence a parfois, on va dire, un rôle très important. Supposons pour la prise de parole en public, on nous dit souvent que pour éviter d'avoir un débit rapide, donc de parler vite, il faut parfois marquer des pauses de silence dans la communication pour avoir le temps de bien se reprendre derrière. Donc du coup, dans la prise de parole en public, le silence, visiblement, a un rôle très important, majeur, j'ai envie de dire, mon cher Fernando. J'ai envie de revenir un peu sur ce que Allez-y. mon frère disait tout à l'heure. Le silence est un élément de diplomatie dans le cadre d'un conflit. Là, je vais me référer un peu à ce que les Saintes Écritures nous disent, c'est que dans le livre des Proverbes notamment, l'homme prudent, celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Donc, dans le cadre d'un conflit, celui qui va décider de garder le silence, en principe, il est en train de faire montre d'une certaine prudence pour justement éviter que le conflit qui est déjà là prenne une autre tournure. Donc, c'est important quand même d'avoir le silence dans le cadre d'un conflit, lequel silence va notamment permettre à ce qu'on en arrive à des situations plus ou moins désagréables, extrêmes, j'ai envie de dire. Alors, le silence, élément important dans la prise de parole en public, je dirais que oui, un élément très important parce que la prise de parole en public, il faut non seulement avoir cette éloquence-là, il faut également avoir la prestance. Donc, il est important d'avoir souvent le temps de silence pour essayer de souffler un peu, mais également essayer d'attirer un peu l'attention du public qui est en face de toi. Parce que le silence va permettre à ce que ce public-là se pose la question tout de suite que, mais pourquoi il s'arrête? Ils sont dans la position d'attente aussi. Voilà, ils sont dans la position d'attente. Donc, et puis pour les garder en haleine, c'est pas facile. Il faut jouer avec tout ça là, il faut jouer avec le silence, il faut jouer avec les enchaînements des paroles, il faut être dans une cadence un peu dynamique qui va permettre aux gens, à ce que le public soit concentré sur ce que tu dis. Donc, c'est important de garder le silence parce que le silence nous permet de souffler et de revenir avec une meilleure prononciation, de revenir avec, une meilleure approche de ce qu'on a entendu. Et surtout l'alignement des idées aussi derrière, parce que puisqu'on prend du temps, et derrière on a une synchronisation des idées qu'on veut, on va dire, donner au public. Mon cher Younous, est-ce qu'aujourd'hui on peut percevoir la manipulation comme étant une stratégie de contrôle? C'est-à-dire que pour contrôler l'autre, je marque un silence. Est-ce qu'on peut percevoir ça comme tel? Oui, c'est bien possible, c'est tout à fait possible, puisque souvent, certains, ils se servent du silence pour essayer de contrôler soit, j'aime pas le terme, adversaire, ou soit la personne qui est devant. Le plus souvent, quand on est en colère, le silence est là. Ouais. Donc, Et ça énerve beaucoup plus. Ça énerve. Toi, dans ta position, tu attends des réponses de l'autre. Exact. Mais si l'autre marque un silence, toi derrière... Ça frustre la personne et puis ça pousse la personne à se dire
qu'est-ce qu'il est en train de penser? C'est ça. Qu'est-ce qu'il peut bien mijoter? Mais d'ailleurs, pour la petite anecdote, mon père, il paie à son âme, il nous disait souvent que lors des disputes, la façon la plus simple d'éviter les conflits dans un couple, c'est le silence. Mais parce que le silence, ça torture beaucoup plus derrière. Parce que ta femme va se poser des questions, ou le mari va se poser des questions. Qu'est-ce qu'il pense? Un peu ce que tu viens de dire. Et donc, on est dans la position où on attend. Et quand on n'a pas de réponse, on les crée nous-mêmes en se posant des questions. Et ça devient un peu une petite torture. Voilà, la petite histoire. Soit l'autre aspect aussi, c'est que quand tu te disputes avec une personne, la personne te dit quelque chose, tu le regardes sans dire un mot, ça paralyse en quelque sorte. Exactement. Ouais. Donc, juste pour dire que le silence a beaucoup d'impact. Ça peut impacter négativement tout comme positivement. Et voilà. Et revenons sur l'impact. Tout à l'heure, Keto, tu parlais de sagesse. Est-ce qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, faut-il toujours voir le silence comme étant, on m'a dit, une marque de sagesse? Est-ce que c'est pas perçu aujourd'hui, avec l'environnement, comme un aveu de faiblesse? De faiblesse. Waouh, avec l'environnement actuel, les choses vont vite avec... Et ouais, supposons on t'attaque et tu ne réagis pas derrière, bah, tout de suite, on va se dire, bon, voilà, il n'est pas capable de réagir ou quoi que ce soit. En fait, on va difficilement percevoir de la sagesse, on verra beaucoup plus un acte de faiblesse. Est-ce que toi, tu le perçois comme ça? Non, moi je perçois comme un acte aussi de maturité aussi, de la personne elle-même. Parce que souvent, dans les conflits, c'est là où aussi il faut montrer sa capacité à réagir. On peut réagir par le silence, on peut réagir par les mots, mais ça montre vraiment la maturité de la personne. On dit souvent, bon, c'est les enfants qui viennent aux mains facilement ou bien ils réagissent. Donc, je crois que, vu l'évolution, peut-être pas forcément la sagesse, mais aussi l'intelligence et la maturité de la personne peut agir à ce moment-là. De dire que, bon, je suis pas obligé de réagir, je prends, mais pas forcément que j'ai raison ou j'ai tort. Mais je me dis que peut-être le moment propice viendra où je pourrai réagir. Je ne dis rien et je laisse le temps au temps. Voilà, bien installé de régler le souci. Le souci également, c'est ça. Je crois que je peux également ajouter quelque chose, c'est que il peut être perçu également comme un élément de faiblesse. Un aveu de faiblesse. Oui, un aveu de faiblesse parce que, et ça me fait penser un peu à la politique de l'autruche. Il y a une thématique il y a un problème, sinon une problématique qui est mise là sur la table, mais toi tu décides de garder le silence. Limite, tu refuses de faire face à la réalité qui est en face de toi. Tu es dans la politique de l'autruche qui consiste à se mettre la tête sous le sable. Donc, il est important de pouvoir se prononcer. Parce que le fait de garder aussi silence, c'est justement montrer en quelque sorte qu'il y a cette faiblesse qui est là. Et personne n'est pas très bien dans une position d'homme sage, de maturité. Mais c'est l'autre, ou bien les autres, qui auront une perception de faiblesse, en fait. On va se dire, ah, tiens, mais Keto, on a proféré des injures contre lui, il n'a pas réagi. Ça veut dire, bon... il n'a pas des mots, il est faible. Donc voilà, la perception de la société va beaucoup plus impacter sur toi, ta maturité et ton acte de sagesse. C'est pourquoi je dis qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, est-ce que encore garder le silence, est-ce que c'est encore vraiment perçu comme acte de sagesse et de maturité? Parce qu'aujourd'hui, voilà, ça va très vite, une petite vidéo et tu te retrouves sur les réseaux sociaux et c'est fini, on va te traiter de tous les noms. Or, derrière, tu es juste quelqu'un qui prône le dialogue et tout le reste. On parle également, Fernando, je reste avec toi avant de donner la parole à Younous, on parle de le silence, de l'interprétation du silence, mais le silence, j'ai l'impression que c'est quelque chose avec lequel on a grandi, pardon, et au finish, en fait, c'est quelque chose aussi où nos parents ont vraiment insisté là-dessus. Souvenez-vous, quand on est plus jeune, quand papa parle, on ferme la bouche, ou quand le grand frère parle, on marque le silence. Le silence aussi, c'est une forme d'éducation derrière, mon cher. Oui, une forme d'éducation parce que c'est pas toutes les occasions qu'on a amené à s'exprimer. Vous avez fait mention tout à l'heure là du cadre des parents, le cadre familial, le respect des aînés. Donc, lorsque je suis peut-être réprimandé, j'ai eu à faire une faute à la maison, qu'importe où, lorsque je suis repris par un aîné, je me dois quelque part aussi de garder le silence. Lequel silence, à ce moment-là, va matérialiser en principe ma bonne éducation, mon respect vis-à-vis de l'aîné qui est en face de moi. Donc, le silence, voilà, je crois que là,
le silence, c'est un mélange de subjectivité. Ça va être relatif à des situations. Voilà. Exactement, c'est exactement ça. Alors, mon cher Younous, toi, tu es dans le domaine de la communication. Je rappelle que tu es chef d'entreprise aussi. Le silence en entreprise, est-ce que c'est quelque chose que toi, en tant que chef d'entreprise, tu mets en avant ou en d'autres termes, le silence n'a pas sa place dans l'entreprise, mais beaucoup plus la communication? Ok, juste avant de répondre, je reviens à ce que Fernando disait tout à l'heure. Par exemple, ma maman, quand on était petit, elle parlait moins. Le plus souvent, c'est Le regard. le regard. Ouais. Si elle te regarde d'une manière, tu sais que ce que tu fais, c'est bien, ou ce que tu fais, c'est mal. Donc, le silence, ça a son importance en tout cas. Et maintenant, dans le domaine de la communication, le silence, c'est très important. Très important. Dans son entreprise aussi, le silence est important? C'est important également. Oui, mais si tu as un collaborateur qui est très silencieux, est-ce que derrière, il n'y a pas d'impact sur le rendu du travail? Si, c'est vrai qu'il ne faut pas tout le temps être silencieux. Il faut prendre des moments pour communiquer. Mais à force de communiquer aussi avec les mots, on risque d'amoindrir la valeur de tout ce qu'on dit ou de tout ce qu'on fait. Donc souvent, le silence, c'est important dans la mesure où ça attise la curiosité de l'autre. Qu'est-ce qu'il est en train de préparer? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Même avec les collaborateurs, souvent, qu'est-ce qu'il est en train de préparer? Mais cela dit, au bon moment, toujours prendre le temps de bien communiquer avec les verbes pour que tout le monde soit au même niveau d'égalité. Donc, c'est très important le silence quand même partout, surtout que la com, c'est un domaine assez fragile. Chaque mot mal utilisé peut avoir des répercussions soit sur ta vie, soit sur la vie de l'entreprise. Mais avec le silence, ça nous évite beaucoup d'ennuis souvent. Oui, vas-y. On va dire quoi? L'abus de toute chose à cet aspect négatif-là, en fait, dans l'environnement. Trop de communication peut, à un moment donné, tuer finalement la communication dans le cadre de l'entreprise. Parce que le fait à chaque fois communiquer avec ses collaborateurs, faire des réprimandes, toujours amener des avis, toujours apporter de nouvelles choses, limite, ça va susciter un peu, ça va créer un peu un environnement de stress où tu perds la confiance de tes collaborateurs. Donc, c'est souvent important dans le cadre professionnel de garder le silence pour que les uns et les autres puissent finalement se trouver à l'aise. Parce que si tu communiques trop aussi, voilà, tu crées quelque chose d'un fossé entre tes collaborateurs et toi. Comme on dit, trop de communication tue la communication. Voilà. Derrière aussi, je pense que parfois, comme vous l'avez souligné, opter pour le silence, c'est aussi une forme de communication. Maintenant, c'est aux collaborateurs de percevoir ça comme tel, comme étant un signe de communication. Est-ce que c'est quelque chose que toi, quotidiennement, tu adoptes, mon cher Keto? Dans ta vie quotidienne, est-ce que le silence, c'est quelque chose... tu m'as l'air déjà très réservé. On voit ta posture, mais est-ce que c'est quelque chose avec laquelle tu te balades tout le temps, le silence? Le silence, ouais. Souvent, quand je reçois beaucoup de critiques, quand je reçois beaucoup de messages négatifs, je garde le silence parce que je suis vraiment un ferme croyant. Je crois en Dieu et je me dis, peut-être, Dieu me dit, il commentera pour moi, vous garderez le silence. Donc, avec mes convictions, je crois que j'utilise beaucoup ce silence-là, mais c'est au bon moment parce que souvent, est-ce que ça t'arrive, désolé de t'interrompre, est-ce que ça t'arrive de sortir de ta zone de confort? Oui. Ok. Mais de nature, je suis pas quelqu'un de très timide. Hein. Ok, non, c'est le cœur, ça nous ouais, mais ça dépend des circonstances, du contexte également. D'accord. Vraiment, ça dépend. Mais j'utilise souvent le silence quand c'est vraiment nécessaire. Est-ce que on peut percevoir le silence aussi comme un outil thérapeutique? Tu vois, en général, on a besoin d'être seul, on a besoin du silence pour se reconcentrer sur nous-mêmes, pour mieux comprendre ce qu'on vit. Est-ce que c'est perçu comme un outil thérapeutique, mon cher Younous? Tout à fait, on peut dire comme ça. Par exemple, quand surtout tu es chef d'entreprise, il t'arrive souvent de prendre des décisions qui sont à la fois bonnes ou mauvaises. Ouais. Donc, tant que tu diriges une équipe, souvent, à force de leur dire ça va pas, ça va pas, ça va pas, eux-mêmes ils seront découragés. Donc, souvent, tu es obligé de maintenir le silence pour ne pas que eux ils soient au courant, qu'ils soient frustrés ou quoi que ce soit. Voilà. Donc, obligé de supporter tout ça en toi. En même temps, prendre le temps de réfléchir à toutes les décisions prises, à comment les choses vont se passer. Donc, une fois rassuré, maintenant, tu peux communiquer avec les autres. Mais au moment de la réflexion, le silence est très important et thérapeutique pour répondre à votre question.
puisque ça nous permet au moins de poser des questions, de se remettre en question. De se concentrer aussi voilà, sur un... Oui ou non, je sais, j'allais dans un sens. Exactement. Donc, de se concentrer sur tout ce qu'on a eu à faire, de tout ce qu'on fera. En tout cas, c'est thérapeutique, vu que c'est au moins ça nous permet de se remettre en forme et pouvoir bien communiquer après. Est-ce que toi, tu as besoin de ça, Fernando, du silence, pour mieux travailler, pour avoir un effet assez intéressant dans le rendu? Je rappelle que voilà, tu es aussi entrepreneur dans le domaine de l'audiovisuel, mais est-ce que dans ce domaine-là, le silence, c'est un outil indispensable pour ton travail? Oui, le silence est assez important, en tout cas dans le domaine là aussi, dans tous les domaines d'ailleurs, parce que lorsque on vient se concentrer maintenant, vous avez parlé de l'audiovisuel par exemple, je dois faire une production, je dois avoir un rendu, j'ai besoin de ce silence-là dans un cadre assez reculé qui va me permettre au moins de donner le meilleur de moi-même pour ce dont je suis en train de travailler. Donc, pour répondre à la question, effectivement, moi, j'utilise le silence dans le cadre du travail, j'utilise le silence même avec mes propres relations, dans la vie quotidienne, je décide de prendre le recul, éviter de trop parler avec des personnes. C'est un silence que j'établis là parce que, en revenant avec l'aspect thérapeutique, parce que ça va me permettre justement d'aller me ressourcer, d'aller changer mes idées, d'aller puiser encore dans d'autres choses pour être bien encore dans mon âme, quoi. Donc c'est vrai, quand on parle de l'aspect thérapeutique, avec la définition de la solitude, on dit souvent de la solitude que c'est le fait d'être seul. Mais en général, non. Moi, je dis qu'il faut revoir la définition de la solitude parce que même quand on est seul, on n'est pas seul, on est avec nous-mêmes. Parce que dans le silence, on apprend à mieux connaître cette voix dans notre tête là qui nous parle. Et cette voix, c'est évidemment nous-mêmes. Les amis, on marque une courte pause et on se retrouve dans une poignée de minutes pour la deuxième et dernière partie de l'émission. À tout de suite. De retour sur le plateau de Génération News pour la deuxième et dernière partie de l'émission, nous allons à présent faire un focus sur la peur et son impact ou son rôle dans la prise de décision. Keto, évidemment, je me tourne vers toi pour cette deuxième et dernière partie de l'émission. On parle de la peur, c'est déjà quoi en termes de définition? C'est quoi la peur et quel lien faut-il faire avec la prise de décision selon toi? Ok, la peur pour moi déjà c'est une émotion. Très, très, très puissant, qui est influencé vraiment, qui a de l'influence sur notre comportement. D'accord. Le comportement humain. Et comment elle peut, cette peur-là, impacter la prise de décision? Elle peut impacter dans la mesure où, si tu prends des décisions avec la peur, ça sera très, très compliqué de pouvoir rattraper cela. Mais au moins de pouvoir prendre des décisions selon la norme, selon la situation auquel tu fais face, mais aussi de prendre la décision de pouvoir réessayer. Parce que la peur d'échouer, quand il va prendre une décision que je ne vais pas réussir, et comme disait un artiste que j'aime bien, Youssoufa, qui disait, il ne faudrait pas que l'envie de réussir soit plus grande que la peur de l'échec. Que la peur de l'échec. Bon, du coup, il faut dompter cela. Donc, ne pas prendre une décision avec la peur. Moi, je conseille surtout de prendre du recul et puis prendre une décision à la hauteur de la situation et aussi prendre des risques aussi pour ne pas, pour le sang, se pencher vers la peur. Mais qu'est-ce qui fait que, mon cher Younes, nous soyons toujours au moment de prendre une décision que bizarrement, nous soyons vraiment submergés par la peur? Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Selon moi, déjà, la peur, c'est dans la tête avant tout. Et puis, c'est quelque chose assez humain. Maintenant, lorsqu'il s'agit de prendre une décision, il y a cette peur qui s'impose à nous, naturellement, parce que quand on pense à ne pas décevoir les proches, on pense à est-ce que la décision qu'on va prendre va impacter telle personne positivement ou négativement. En tout cas, il y a beaucoup de questions qu'on se pose. Et ce qui crée en quelque sorte une sorte de peur chez nous. Et dans la prise de décision, cela se sent. Donc, si instinctivement, je devais choisir un, quand je réfléchis, à force d'avoir peur, je vais prendre deux. Oui. Parce que je me dis... En fait, tu l'as sécurisé. Exactement. Je me dis, quand je prends un, peut-être je vais blesser celui-là. Quand je prends deux, je vais blesser Fernando. Mais de toute façon, c'est quelque chose qui est là, qui est constamment là.
Et maintenant, peut-être juste faire semblant de l'ignorer et prendre les décisions Est-ce qu'on peut réellement le faire? Comment dompter cette peur-là, justement? Comment, lors de la prise de décision? Parce que la vérité, ce que il a souligné, hein, Keto, c'est quelque chose que nous côtoyons tous les jours, hein, la peur, en l'occurrence la peur de l'échec, pour peut être plus précis. Mais comment dompter cette peur de l'échec, mon cher Younous? Selon moi, c'est très difficile quand même de le dompter. L'exemple que je donne pour quelqu'un qui est dans le domaine de l'art oratoire, à chaque fois qu'il se présente devant, il y a la peur qui est là. Mais il y a des tics pour maintenant gérer ça ou à faire évacuer le stress qu'on a. Il y a certains qui utilisent des stylos, d'autres qui fument avant. Mais il y a toujours des tics. Donc, à chaque fois, avant chaque décision, c'est à la personne de faire la même chose comme il a l'habitude de faire pour évacuer le stress, la peur qu'il a et prendre une décision qui lui semble la bonne et la meilleure. Est-ce que la consultation, mon cher Fernando, quand je parle de consultation, c'est pas aller voir un médecin, mais la consultation dans le sens de se dire, OK, j'ai un plan d'affaires, j'ai peur de me lancer, notamment dans l'entrepreneuriat. J'ai peur de me lancer. Donc, il faudrait que je donne mon projet à Keto pour qu'il jette un coup de clinique là-dessus. Pareil pour Younous. Et ensuite, je vais recueillir les avis qui vont peut-être me motiver ou faire disparaître un peu cette peur-là. Et de me dire, OK, si eux, ils m'ont donné leur approbation, ça va, je me lance. Est-ce que le fait de se rapprocher, de recueillir un peu les avis des autres peut nous aider facilement à dompter cette peur-là et à se lancer et à prendre le risque, comme l'a souligné Keto? Bon, oui, c'est le fait de se rapprocher vers les autres peut être cet élément-là qui va nous permettre justement de nous lancer là où on avait l'hésitation. Mais moi, je dirais tout simplement que c'est pas forcément l'attitude à adopter. Parce que là, on a un principe, c'est un élément de motivation. Le fait qu'on consulte celui qui est à côté de nous, c'est un élément de motivation pour qu'effectivement on se lance. Mais il faut être en capacité même de se lancer dans un quelconque projet avec sa propre volonté, avec sa propre vision, sa propre opinion, sa propre détermination. En d'autres termes, il faut d'abord être sûr de ce qu'on veut faire et de donner tous les moyens. De donner tous les moyens et puis se lancer parce que, voilà, autrui, d'accord. En fait, moi je vais du principe que soi-même, on doit d'abord avoir cette capacité-là, au moins à 90%, de pouvoir se lancer dans un projet. Et ça a été le cas pour toi? Quand tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat, est-ce qu'à un moment donné, tu as eu peur? Peut-être de la concurrence, de se dire, je suis dans un marché concurrentiel, ça va être compliqué. Est-ce que tu as eu peur? Bien sûr qu'il y a cette peur qui est là parce que la peur justement de l'échec, la peur de l'inconnu. OK, je vais me lancer, mais quel sera le résultat? Il y a cette peur qui est là. Il y a la peur de la concurrence et tout. Il y a la peur au milieu de toi, il y a des personnes qui sont là depuis, qui excellent et tout ça là. Et l'exemple que je veux mieux prendre même encore, c'est au niveau de la prise de parole en public. Avant que je ne commence à faire MC dans les événements et tout ça là, sans avoir la prétention que je suis pour autant déjà au sommet. Mais il y avait cette peur-là qui était là. Mais je me suis dit... Est-ce que c'était de la peur ou bien le trac? Ça allait de repères, oui, ça allait dans le même sens. Il y a à la fois le stress qui est là et la peur de se dire, oui, mais est-ce qu'ils ne vont pas huer sur moi? Parce qu'il y a le stress qui est là, cette incapacité de se tenir devant les gens, mais il y a aussi la peur de recevoir des cris. Ouais, de se dire que le public ne sera pas... Voilà, ne sera pas enthousiasmé de m'écouter, je ne vais pas pouvoir maintenir le public en haleine. Mais je me suis dit non. Il va falloir oser en fait, parce que c'est justement oser qui nous permet de vaincre certaines barrières dans notre environnement. Est-ce que la peur aujourd'hui, c'est vraiment, comme tu l'as dit, hein, tu as qualifié ça d'élément sombre. Dans mon introduction, je disais qu'en fait, pour moi, il n'y a que deux sentiments universels. Donc, il y a le sentiment, la peur, et il y a des émotions universelles. Donc, il y a la peur et l'amour. Et donc, dans la peur, tu retrouves tout ce qui est un peu sombre. Donc, la haine, la jalousie, l'aigreur. Et dans l'émotion de l'amour, tu retrouves tout ce qui est positif. Donc, le bonheur, la joie, la félicité, la béatitude. Est-ce qu'aujourd'hui, la peur nous empêche le développement, le devenir? Est-ce que la peur aujourd'hui était vraiment un élément qui entrave la réussite quelque part? Est-ce qu'on gagnerait à enseigner les techniques enseigner tout à l'heure, il a parlé de se lancer, l'audace, le courage, tu as parlé de
du risque. Est-ce que le goût du risque, c'est quelque chose aujourd'hui que tu observes encore chez certaines personnes, mon cher Keto? Oui, souvent, parce qu'il y a beaucoup qui, avant de se lancer dans un cadre de projet, ils ont eu peur ou bien ils demandent des conseils pour ne pas échouer. Ouais. Mais moi, je préfère d'essayer, même quand tu tombes, tu te relèves et tu réessayes encore. Ouais. Donc, Donc on diront commencer et recommencer. voilà. Comme on le dit, c'est un adage qui risque rien. Non, rien. Au Exactement. moins, tu prends le risque. Ça ne fait pas de toi une mauvaise personne, mais au moins, il y a quelqu'un qui aurait dû essayer. Donc, je crois que c'est de dompter cette peur-là par une confiance en soi et de pouvoir dire, je me lance, même si j'échoue ou bien je tombe, mais au moins, j'ai essayé et que je vais dans l'optique de pouvoir réussir, dans l'optique de pouvoir atteindre ces objectifs-là. Donc, je crois que la peur n'a pas vraiment sa place dans cette société où les choses vont vite. Du jour au lendemain, il y a des challenges, il y a beaucoup de nouveaux concepts et il faut se mettre à jour. Parce que Et on est dans un monde concurrentiel, effectivement. exactement. Voilà. Si quelque chose que tu as réussi, c'est que personne n'a encore essayé. Donc, il faudrait le faire pour pouvoir bannir, on peut dire, la peur, mais de pouvoir atteindre ce objectif, il va falloir prendre le risque et pour pouvoir se relever à chaque fois que tu tombes. Et t'as dit quelque chose de très pertinent. Tu veux rebondir sur... vas-y. Justement, avec la peur aussi, c'est que lorsqu'on va dans l'atteinte de nos objectifs, c'est que la peur, en principe, va nous empêcher d'extérioriser le potentiel qu'il y a en nous. Il y a des personnes qui sont assez excellentes dans des domaines, mais à cause de la peur de se lancer, finalement, ce potentiel qu'elles ont en elles, ben écoutez, ça va rester là cantonné seulement, ça va rester là au tiroir, ça va rester là caché, mais on aurait pu, par exemple, bénéficier, on aurait pu gagner de l'argent avec ça, par exemple. Mais en tout cas, la peur, c'est un élément qui crée cet obstacle, qui nous empêche finalement de prospérer même, j'ai envie de dire. Voilà, cette voix sombre dans nos têtes qui nous dit qu'on n'est pas capable de... tu ne peux pas réaliser, tu ne peux pas le faire, tu ne peux pas ceci. Et à partir du moment où on écoute cette voix dans notre tête, mais voilà, on reste effectivement dans nos zones de confort, où on se dit, voilà, tant que je ne me lance pas, ça va, je vais apprendre à me contenter de ce qu'on a. Mais je pense que la peur aujourd'hui, de toutes les façons, on a des téléphones aujourd'hui parce qu'il y a quelqu'un qui a réussi à dompter la peur, qui s'est dit, OK, je vais créer un téléphone. Pareil pour les voitures, pareil pour la télé, pareil même pour les costumes que nous portons aujourd'hui, les chemises et tout ça. C'est parti d'une volonté. Ce qui est assez intéressant, je vais revenir sur ce que tu as souligné, mon cher Younous. Tu parlais tout à l'heure du côté un peu psychologique. Tu disais qu'en fait, la peur, c'est dans la tête, ça se crée dans la tête. Comment et pourquoi ça se crée uniquement dans cette zone? Déjà, puisque selon moi, tout part du Toutes les émotions partent voilà, toutes les émotions partent du cerveau. Maintenant, c'est l'ensemble des idées qu'on s'est fait. Peut-être si j'ai dit quelque chose là, les gens pourront le prendre mal. Donc, j'ai maintenant peur de dire cette chose. Mais si on n'avait pas envisagé que ça allait faire mal aux autres, la peur n'allait pas s'installer. L'exemple que je donne au Mali, on nous parle des djinns, on nous parle des satans, mais tant que vous ne pensez pas à ces choses, vous n'avez pas peur. Tant que vous ignorez ces choses-là, il n'y a pas de peur. Mais dès lors que vous prenez conscience, vous savez que oui, c'est tel, où il y a la peur qui commence à s'installer. Et comme je le disais aussi, la peur, c'est quelque chose d'assez naturel, c'est constamment là. Même là, tout de suite assis, ouais, j'ai peut-être peur. C'est assez naturel. Mais maintenant, l'idée, c'est vraiment de vivre avec cette peur-là, que ça ne puisse pas nous handicaper. Si on veut démarrer quelque chose, malgré qu'on ait peur, qu'on démarre cette chose. Ouais. C'est seulement ça. Est-ce qu'il faut voir un côté positif dans la peur, en lien avec la prise de décision? Oui. Est-ce que la peur peut être un élément, tu vois, un pare-feu, quoi, un élément qui t'évite de faire une bêtise, par exemple, en te disant, fais attention? Est-ce qu'il faut voir ce côté-là aussi positif? Est-ce qu'il y a un côté positif dans la peur en lien avec la prise de décision? Tout à fait. Ça a un côté positif, puisque déjà, à force d'avoir peur, surtout lorsqu'on prend des décisions, c'est la peur qui nous pousse à ne pas parler, à ne pas prendre certaines décisions. Ouais. Mais en gardant le silence comme tout à l'heure, oui, on a le temps de réfléchir. Une fois qu'on réfléchit maintenant, on est sûr d'avoir prendre la bonne décision. Ouais. Imagine à l'enfance, peut-être que j'ignorais, je pouvais sortir tout nu comme ça, Ouais. mais par peur de penser que ma maman ou mon papa pouvaient me taper, je ne le fais pas.
Mais si je l'avais fait à ces moments, peut-être que les photos allaient circuler tout de suite. Non, voilà, donc ça allait avoir des impacts sur moi. Donc en quelque sorte, avoir peur peut nous aider dans la prise de décision, dans notre quotidien, dans tout en quelque sorte. Il faut juste maintenant, avec cette peur, continuer de vivre tout simplement. Devient finalement un peu comme des garde-fous qui nous empêchent d'aller dans ce qui n'est pas bien, qui nous empêchent certainement d'agir d'une manière plus réfléchie, qui pourrait éviter d'affecter. Oui, parce qu'effectivement, si on a peur, on va prendre du recul. Comme disait Younous, on va prendre vraiment du temps à nourrir l'idée avant de se lancer, avant de prendre évidemment cette décision. Fernando, je reste avec toi avant d'aller chez notre ami Keto. On parle aujourd'hui de la peur et de son impact dans la prise de décision. Qui dit prise de décision renvoie aussi dans tous les secteurs d'activité, hein, et là on rentre dans le domaine professionnel. Est-ce que le fait d'avoir peur quand on est un employé par exemple, est-ce que, comme on l'a dit tout à l'heure, ça nous permet de reconnaître aussi quelque part ses faiblesses en lien avec les capacités, de dire je ne suis pas capable de le faire, c'est mieux de recommander quelqu'un d'autre? Parce qu'en fait, deux fois, quand on est face à la grandeur du travail, on va se dire, écoute, mon cher Fernando, tu nous mets aujourd'hui responsable de communication, tu vas représenter notre entreprise lors d'un sommet de l'ONU, et tu vois en fait l'ONU avec des présidents, et tu dois devoir prendre la parole. Là, tout de suite, tu te dis, ça va être un peu compliqué, il y aura forcément une peur, et tu vas dire, c'est peut-être mieux de donner le projet à quelqu'un d'autre. Est-ce que quelque part aussi la peur, c'est pas en fonction de l'immensité du projet? On se dit, c'est pas évident pour moi. Oui, effectivement, la peur peut dépendre de l'immensité du projet, mais dans le cas de figure où quelqu'un va devoir décliner l'offre qu'il reçoit, par exemple d'aller représenter son entreprise au niveau de l'ONU. Mais je crois d'abord que si l'entreprise t'a choisi, c'est parce qu'en principe, l'entreprise a vu en toi des qualités. Oui. Donc, tu ne dois pas avoir peur d'aller. C'est un nouveau challenge. Ça va être limité. Oui. Aujourd'hui, tu parles bien, mais si on te met devant un grand public, tu peux avoir autre chose. Effectivement, tu ne peux pas tes capacités, parce que je sais que tu es capable. Effectivement. Mais je crois que si je viens aussi à décliner dans ce cadre-là, ou bien si quelqu'un vient à décliner, je crois qu'on devrait parler à ce niveau d'honnêteté intellectuelle. Oui, c'est dans ce sens de dire, moi, je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable, donc mieux mettre quelqu'un d'autre, en fait. Ouais. Et c'est très bien d'avoir aussi cette posture-là, parce que toujours est-il que l'entreprise, il faut la promouvoir. L'entreprise, il faut travailler à son essor, il faut travailler à sa prospérité. Ouais. Et donc, si tu sens en toi cette limite de compétences, autant mieux donner à quelqu'un qui pourrait mieux représenter l'entreprise. Et par rapport à ça, Younous, est-ce que toi, tu es à l'aise avec un employé qui est tout le temps, on va dire, dominé par la peur? Est-ce que ça aussi, ça ne freine pas l'évolution du travail en entreprise, cet effet multiplicateur dans le rendu? Si tous les collaborateurs sont malheureusement habités par la peur, est-ce que la peur aussi, ça peut être un élément, on va dire, qui permet de disqualifier quelqu'un dans un entretien d'embauche, ou bien parfois même de licencier quelqu'un aussi qui est hyper habité par la peur? Bon, ça dépend, surtout ça dépend. C'est vrai quand même que le plus souvent dans les entreprises, on a besoin de quelqu'un qui ose. Exactement. Qui ose faire des choses. Mais n'empêche, la prise initiale. Voilà, exactement. Cela ne disqualifie pas non plus une personne qui a peur. Une personne qui a peur maintenant, vous les recrutez dans votre entreprise. Si vous avez la capacité de la remettre en confiance, elle peut être bien dans ce qu'elle fait, mais l'idéal quand même, c'est, comme je l'ai dit, la peur, on vit avec, mais juste ne pas tout le temps le montrer aussi. Donc, surtout, oser certaines choses, même dans les entreprises, ça compte beaucoup. Dès le départ, on sent que telle personne, c'est une personne qui a peur, alors que les objectifs de l'entreprise, c'est ultra. On s'est dit, est-ce que la personne nous sera utile? Ouais, on s'est dit que sinon, dans l'entreprise, la peur, on met ça de côté, quoi. Exactement. On essaie de mettre ça de côté, l'oublier, c'est dire que oui, on a la capacité de faire tout. À défaut de faire tout, on apprend quand même. Et je pense que c'est l'idée que tout le monde doit avoir, que ce soit des entretiens d'embauche, ou soit quand on est dans une entreprise, avoir toujours cette idée en tête. Premièrement, je suis là à la base pour apprendre. Et pour apprendre maintenant, je n'ai pas de limite. Je peux faire l'impossible et la peur n'aura pas sa place.
Mon cher Keto, est-ce que la peur aussi, pour reprendre les propos de Fernando, c'est un pare-feu chez toi, c'est-à-dire que ça te permet parfois de savoir où sont tes limites, mais surtout de te lancer dans quelque chose qui peut malheureusement avoir un impact négatif sur toi. Est-ce que tu te sers parfois de la peur étant comme un élément positif? Oui, je vais prendre peut-être le dernier, la peur comme un élément positif. Un élément positif parce que quand j'ai peur, au moins, j'apprends et aussi je prends du recul avant de prendre la bonne décision. Ouais. Parce que si tu n'as pas peur dans toutes les choses, ça ne marchera pas. Et c'est quelque chose, il faut prendre du recul, dire « Ah, j'ai peur », ça ne veut pas dire que tu ne peux pas. Et tu as peur, mais dans la peur même, tu apprends. Je veux dire, tu apprends et tu prends la meilleure décision que possible. Ouais. Ça ne montre pas forcément dans le cadre de faiblesse, mais c'est de le cacher. Le cacher, mais ça donne un travail personnel en soi. Et aussi, je donne par exemple un simple exemple, qu'un jeune qui veut se marier. Ouais. Bah voilà, peut-être il se dit qu'il a peur d'entrer dans le mariage, mais avec cette peur-là, peut-être il évite beaucoup de choses. Peut-être qu'il n'est pas prêt. Peut-être ça doit encore prendre un peu du temps. Peut-être cette personne va apprendre aussi de pouvoir prendre la décision d'entrer ou pas dans le mariage. Ouais. Donc je me dis, c'est vraiment dans les deux sens, mais moi je vois le côté où c'est vraiment positif ou également dans le sens de prendre une réelle décision qui va impacter la vie. Oui, parce qu'en général, quand on n'a pas peur, on se lance tête baissée, sans réfléchir, on fonce directement comme ça. Mon cher Fernando, on arrive bientôt au terme de cette dernière partie d'émission. Nous sommes dans le mois de décembre, hein, et qui dit décembre dit fin d'année. Également, s'il fallait donner des conseils, parce que 2025 arrive dans quelques semaines, s'il fallait donner un conseil, mon cher, à nos téléspectateurs, ce serait lequel, en lien avec la décision, mais surtout avec la peur? C'est effectivement de pouvoir oser, mais également de dominer sur la peur. Parce que toutes les grandes choses qu'on peut voir dans ce monde, les personnes, avant de les concevoir, ont effectivement eu peur. Peur de l'échec, peur de l'inconnu. Mais aujourd'hui, nous, on bénéficie de ces choses-là parce qu'elles ont su oser. Donc, c'est à nous également de pouvoir oser accomplir certaines choses selon que nous les avons dans notre cœur, parce que aussi immense soit une chose que nous avons envie de concevoir, mais tant qu'on ne va pas extérioriser ce qui est en nous, tant qu'on ne va pas pour établir un projet concret, on ne va jamais réaliser ce qui est en nous. Donc, il est important de dominer, de oser, et puis finalement, il y aura des réussites d'ailleurs. Ouais, je pense, de toute façon, nous sommes quelque part en nous des futurs chefs d'entreprise. Et puis, ouais, comme on dit, il faut simplement oser, surtout avec la nouvelle année, hein, qui approche à grands pas. Et puis de se dire, bon voilà, on est de toutes les façons, moi comme je disais souvent, dans la vie, tout ce qui te fera grandir te fera toujours peur. Maintenant, c'est à toi de décider, soit tu restes dans la peur, soit tu acceptes de grandir. Mais dans tous les cas, tu devras faire un choix. Soit tu grandis, soit tu restes dans la peur, évidemment. Messieurs, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Ça allait très vite. Merci pour toutes ces informations en lien avec ces thématiques. Younous, c'est un plaisir de te recevoir sur Génération News. Une personne à saluer vite fait? Bon, je salue déjà toute l'équipe avec qui je travaille. D'accord. Merci à vous tous. Merci également à Keto. C'était un plaisir de te recevoir. Évidemment, tu reviens quand tu veux sur le bateau Génération News. Fernando, un plaisir également de t'avoir reçu sur Génération News. Vous l'aurez compris, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur nos antennes.